onboarding a commencé. Du coup, je pense que ce sera un bon moment pour commencer. Les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va parler un peu API Management. Et moi, on reçoit Sylvain de Liber Aerospace et Jérémy de Velvet. Et je suis plutôt excité je suis impatient plutôt, parce que excité, ce serait le mot anglais. Je suis impatient d'en parler parce que le cas d'usage de Sylvain est super intéressant parce qu'on voit beaucoup dans les documents sur l'API stratégie, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut faire, etc. Et en fait, quand on regarde chez Liber Aerospace, et bah, ça y est, c'est fait, ils l'ont mis en place et beaucoup des bénéfices qu'on peut lire dans ces documents sont déjà présents chez Liber Aerospace. Donc, on va peut-être commencer par un petit tour d'introduction. Sylvain, tu veux commencer? Parle un peu de toi et de Liber Aerospace. Allez. Sylvain Carbon, donc moi je suis responsable du service solutions IT au sein de la DSI de Liber Toulouse Aerospace. Donc Liber, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe international familial, donc qui se décompose en 12 ou 13 branches d'activité. Une branche d'activité, c'est l'aéronautique and transportation. Donc chaque entité du groupe est très indépendante et autonome. On reverra ces valeurs fortes du groupe, je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc au niveau DSI Toulouse, on est une entreprise de 1500 personnes sur le site de Toulouse. De la DSI, on est 60 personnes et on est responsable de tout le système informatique en local sur site. Voilà. Je reviendrai après sur les API et Taïk. Merci. Je vais Jérémy? me présenter du coup à Jérémy Nataf. Je suis manager chez Velvet Consulting, une société de conseil tournée vers l'expérience client, dont l'API Management fait partie de nos offres. Donc, on a eu la joie d'accompagner Sylvain et ses équipes du coup sur l'intégration de la solution choisie, du coup Taïk, plus de secret maintenant. Du coup, sur la phase, sur le démarrage, le cadrage, et puis sur l'accompagnement sur les parties du projet. Voilà. Super, merci, on va y revenir. Moi, du coup, c'est Grégoire, du coup, pour les Français, et je suis product owner chez Tag. Je m'occupe de la partie publication et portal et monitoring des API. Ok, alors commençons. Du coup, tu nous as parlé un peu de Liber Aerospace. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de comment vous utilisez les API chez Liber Aerospace? Que ça veut dire une API chez Liber Aerospace? Oui, je vais même refaire peut-être l'historique du départ et pourquoi on est arrivé à des API, si tu veux. Donc ça a commencé il y a trois ans. 3 ans. En fait, l'opportunité, c'est qu'on a eu un projet de migration de notre ERP. Donc notre ERP en local, c'est le principal pourvoyeur de données référentielles. Donc on est passé d'une version, on va dire très ancienne chez un éditeur à une version beaucoup plus récente, et donc de ce fait un peu plus ouverte aussi sur l'extérieur, on va dire. Donc en clé à communiquer avec d'autres applications en interne. Donc pour info, au départ du projet, on a fait une cartographie, donc on avait notre ERP et des interactions avec 80 applications, on va dire satellites, plus de 80 applications satellites, donc et puis à chaque fois les interactions entre l'ERP et puis ces applis satellites étaient faits de manière différente, des technos différentes, des process différentes. Bref, un bon plat de spaghettis qui était difficile maintenant de faire évoluer, on va dire. Donc avec l'opportunité de ce projet ERP, finalement, forcément, on allait toucher à toutes ces applications satellites et leurs interactions. Donc Tu peux nous donner un exemple d'une application satellite? Ouais, alors il y a pour tout ce qui est suivi et réparation, pour tout ce qui est magasin, pour tout ce qui est achat, envoi des ordres d'achat par fax, par exemple. On a pas mal de choses, tout ce qui est qualité, PLM aussi, bien sûr, avec le PLM. Voilà, on n'avait pas encore de MES à l'époque, donc on a développé des applis satellites propriétaires from scratch aussi. Voilà, donc pour tout un tas de solutions finalement aussi,
tout ce qui est archivage, etc. Dans l'aéronautique, on a pas mal de normes qualité et de papier à émettre lors de livraison. Donc, on a créé des applis pour ça, donc qui se basent essentiellement sur des données ERP. Donc, j'en ai maintes et maintes des applications comme ça. Donc, communication entre le RP et ces applications satellites. Oui. Donc, l'idée, ça a été on a fait un audit et puis on avait des doubles problématiques. Donc, c'est effectivement d'avoir un middleware qui permette de répondre à standardiser en quelque sorte les communications entre ces différentes applications satellites et le RP. Et puis, deuxième problématique de business côté Liber, on va dire là, c'est aujourd'hui on est équipementier systémier, donc on vend des pièces aéronautiques à différents clients. Donc ce sont des pièces physiques manufacturées et on se rend compte que de plus en plus il faut qu'on réponde aux exigences clients et puis à offrir en complément des pièces physiques des services digitaux à nos clients, nos partenaires, voire même nos collaborateurs dans le cadre du Digital Workplace. Donc, on voulait que ce middleware réponde à cette double problématique. Donc, on a fait un audit de tout ce qu'on avait comme interaction et ce qu'il y avait sur le marché, on va dire, en termes de middleware. Et on est vite arrivé à la conclusion qu'il nous fallait effectivement des logiciels et une stratégie API et logiciel d'API management. Donc là, on a pris notre temps, on a vu pas mal d'éditeurs, pour pas les nommer, on va dire Kong, Mulsoft, Xway, TIPCO, WSO2 et Taik. Vous l'avez tous revus. Ouais, on a vu pas mal, on a fait. Alors on n'a pas été en exploration profonde sur chacun d'entre eux. On s'est concentré sur du Mulsoft, du Kong et du Taik. Okay. Pourquoi ces trois-là? Alors pourquoi ces trois-là? Alors Mulsoft, parce que c'est un des leaders, on va dire. Kong, parce que finalement c'est aussi un pure player API management, c'est-à-dire il ne fait que de l'API management comme Taik et non pas tout le reste. C'est pas des éditeurs qui viennent du monde ESB, donc des bus management. Donc pour les autres c'était un peu ça et c'était un peu la grosse machine de guerre, alors que nous, c'est là où je reviens sur les valeurs fortes du groupe d'autonomie. Ce qu'on veut, c'est ne pas dépendre des outils. Donc, on voulait prendre un API management qui ne fasse que de l'API management, c'est-à-dire qui nous apporte la surcouche des fonctionnalités standards d'API, donc notamment le rate limiting, la sécurité, localisation, etc., etc. Mais en tout cas, on ne voulait pas devoir coder l'intelligence de nos API dans l'outil lui-même. D'accord. Et sur la partie sélection, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des POC, vous les mettez en place tous les trois? On a fait des POC et puis il y en a pour certains, on s'est arrêté aussi au niveau financier, on va dire, parce que c'est la grosse machine. Donc notamment pour Mulsoft. Alors nous, à Toulouse, on est localisé à côté d'un grand groupe qui utilise Mulsoft, donc j'avais aussi des contacts privilégiés avec ce grand groupe. Donc bon, nous, ce qu'on voulait, c'est aussi démarrer par un cas d'usage concret et on ne savait pas si ça allait réellement bien fonctionner non plus à l'échelle. Donc on ne voulait pas non plus investir trop dans ces technologies sans avoir une garantie que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que Mulsoft on l'a écarté et après on a fait effectivement un POC avec Kong et Taik. Alors comment ça s'est passé? C'est bien passé. Ça s'est bien passé. Finalement, on a retenu Taik. Alors pourquoi Taik? Tout un tas de critères pour le support aussi, la localisation. Kong était plutôt côté États-Unis, donc pas facile. Proximité Taik, l'intégrateur aussi, on avait des meilleures relations. Donc finalement, en fonction de tous nos critères, ce qu'on voulait aussi, c'est pas se couper d'une possibilité d'installation. Alors nous, on travaille très on-premise, mais on peut avoir à court terme des cloud hybrides, voire cloud. Donc on ne voulait pas se couper
d'options comme ça. Donc, au final, on a retenu Tyke. Ça marche. Donc, Et il y a une... Velvet, effectivement. Donc, il y a une partie, il semble enfin, on en a parlé un peu dans le webinaire il y a 2 semaines avec le Société Générale, mais il n'y a pas de killer features qui différencient. Du coup, toi, tu parles de la partie support, la partie flexibilité du hosting, donc cloud hybride, etc. Mais il y a quelque chose d'autre qui vient le en place coût dans la aussi, décision. hein, le coût. Le coût, ouais. Bien sûr. Le coût est à prendre en compte. Alors, Complètement. voilà, on n'est pas sur la même échelle. Facilité d'installation, on avait plus de visibilité sur la roadmap, voilà, etc. Plus de contacts, on se sentait plus supporté aussi pendant notre POC par Taïk. Après, on avait une communauté française aussi apportée par l'intégrateur. Donc, on a pu avoir des contacts, faciliter des cas d'usage et puis valider que ça fonctionnait à l'échelle. Parlons un peu de l'intégrateur. Tiens, comment ça se passe? Comment vous êtes rentré en contact? Qu'est-ce qu'a fait Jérémy au tout début de l'histoire? Alors nous, on connaissait déjà Velvet, on travaillait sur d'autres sujets avec eux, à Toulouse, local, avec l'entité toulousaine. Jérémy fait partie de celle de Paris, me semble-t-il. Donc, ils nous ont facilité tout le démarrage, expliquer les fonctionnalités de Tyke, comment il fallait s'en servir, comment il fallait l'installer, les types d'architecture donc de Tyke, donc les X serveurs qu'il fallait, avec les composants, donc Mongo, Redis, etc., les gateways. Donc ça a facilité pour le démarrage. Et puis donc nous on est très autonome, je reviens dessus. Donc l'idée c'est que on capitalise à chaque fois, on a des sachants en interne, donc qui ont travaillé main dans la main avec Jérémy, donc dans mes équipes, pour qu'on puisse se débrouiller tout seul et être en autonomie. Aujourd'hui, ce qui est le cas, on est en autonomie et clairement, il n'y a pas grand-chose à faire sur Tyke une fois qu'on a établi des templates, standardisation, etc. Alors, à chaque cas d'usage, on pourrait créer de nouveaux templates. Nous, pour l'instant, on a apaisé notre RP quasi complètement. Donc, on a 3 templates qui nous permettent finalement de créer nos environnements de travail, nos différents types d'API, et puis de publier tout ça automatiquement sur Tyke. Élément important par rapport à d'autres éditeurs. Ce qui est un peu un comble, c'est que alors Tyke, lui, il respecte ça, donc il promouvoit les API, donc on peut piloter toute la stack Tyke par ses propres API, ce qui n'est pas le cas de certains éditeurs d'API management où en fait c'est du clic et pas autrement pour manager, publier, etc. C'est vrai que c'était un critère, tu n'en as pas parlé au début, mais Sylvain, mais au début de nos échanges, quand on s'est rencontrés au début du projet, un des critères, c'est de pouvoir monitorer la plateforme via des API. C'était même une contrainte, un must-have, on peut dire. Et c'est vrai que c'est un des atouts de la solution Tyke, justement le fait d'être complètement être intégré dans une chaîne de développement DevOps où ça se fait du coup très simplement. Alors juste aussi pour refaire un peu l'histoire, nous on est intervenu du coup en tant qu'outsider, parce que forcément Sylvain vous aviez déjà fait une démarche de pré-étude des différentes solutions envisageables et avec les contraintes du coup des équipes de Sylvain, on a su convaincre aussi du coup en apportant notre expertise sur le sujet. Et c'est vrai que moi j'aime du coup ce que tu viens de dire, Sylvain, quand tu dis que vous êtes autonome aujourd'hui. C'est le but aujourd'hui de nos prestations. C'est une prestation qu'on fait avec Tyke du coup et avec nos clients. Et c'est vrai que notre objectif, c'est de de rendre les clients complètement autonomes sur les sujets, sur le sujet. Voilà. Très bien, merci. Alors, du coup, on a parlé un petit peu de la partie, vu qu'on parle des API et de pouvoir piloter via des API, de tout ce qui est continuous integration et continuous development, CI/CD. Est-ce qu'on peut aborder un peu ce sujet? Donc, comment ça marche de votre côté? Vous pilotez via des API, mais ça veut dire quoi concrètement et à quoi ça sert de piloter via des API? Vous nous avez parlé de 3 templates, enfin, comment ça se passe? Ouais. Alors, après quand on rentre dans le détail de l'API management, bien souvent, on arrive sur des
sur des niveaux, sur des layers, on va dire, d'API. Donc, on n'a rien réinventé. Donc, on a utilisé, implémenté les layers d'API système, API process et API experience. Donc, s'il y a deux applications, alors je prends le cas d'usage entre notre ERP puis une appli de magasinage, par exemple. Donc, pour exposer les ressources de notre ERP, on utilise des API système au plus près du référentiel. Puis après, si on doit ordonnancer dans l'intelligence, combiner plusieurs API système, on a notre API process qui fait des calls d'API système. Et puis, au plus près du client, du consommateur de toutes ces ressources, on a des API expérience. Donc, on a réimplémenté ça. Donc, sur aujourd'hui, notre périmètre fonctionnel, donc on a abordé l'ERP plus toutes les applis satellites. On a donc 3 types d'API, donc 3 templates, donc API système, process et expérience. Donc ce qu'on a mis dedans, par exemple, dans ces templates, ce qui nous permet de faire avec notre CI/CD Jenkins, c'est qu'au démarrage d'un projet d'API, qui soit système, expérience ou process, on va déclencher le pipeline. Et chez nous, ça va instancier le projet, donc un code source. Donc, on est Microsoft chez Liber Toulouse. Donc, un code source en .NET Core. Ça va instancier aussi tous nos repos Git avec la méthodologie Gitflow. Donc, tout ça, en fait, c'est prêt. Le concepteur développeur est prêt à travailler quasi immédiatement sur le projet et le sujet. Donc après ça s'ensuit, dans les templates, on a intégré tout un tas de standards, tout ce qui est versionning, localisation, ce genre de choses, sécurisation aussi. Tout ça, c'est standard. Tout ce qui est passage d'environnement, alors on a 3 environnements. On a le test qui est tout ce qui est développement, la qualif qui est finalement l'environnement disponible pour les tests utilisateurs finaux. Et puis l'environnement de production. Donc tout ce qui est paramétrage des différentes variables d'environnement, etc., sont aussi dans ces templates, donc en automatique. Et puis après, il y a tout ce qui est création des pipelines pour le CI/CD par API, c'est aussi automatique à la création de l'environnement de travail. Donc ensuite, en fonction des événements, donc à chaque fois qu'on commit, ça pousse sur l'environnement de test. À chaque fois qu'on fait du pull request, on l'envoie en qualif, et puis après, c'est manuellement qu'on vient déclencher le pipeline pour envoyer en production. Ok. Donc ça, par exemple, je peux vous partager un petit document. Allez. Non, pas ça. Ça a l'air bien huilé. J'aimerais bien que tu nous parles aussi un peu de comment c'était fait avant. Ah ouais, mais je vais en parler là. Donc en fait là typiquement c'est un dashboard en Power BI très Microsoft encore une fois sur les différentes API et ce qui s'est passé. Donc là de ce côté-là on n'a pas vraiment 468 parce qu'à chaque fois qu'on fait des opérations de migration importantes technologiques comme là on vient de passer au framework .NET 3.1. Donc, ça duplique le nombre d'API et d'environnements de travail, mais en gros, on a créé 230 environnements de travail API. Donc, c'est-à-dire que en un clic, les concepteurs développeurs en interne peuvent développer et on a aujourd'hui quasiment 230 API déployés chez nous. Là, on a un petit nombre par environnement, donc les environnements de test qualif prod. Donc, le nombre de fois qu'on a poussé des choses en test, des API en test, le nombre de fois en qualif et puis le nombre de fois en prod. Et puis là, on a tout cumulé par rapport aux dates. Donc, on a commencé à mettre du Jenkins en 2019, effectivement. Puis le gros de l'activité, ça a été 2020 avec un passage en production donc de l'ERP et puis toute la stack API. Taik en fin 2020, en novembre 2020. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup d'activités. Donc là, typiquement, on a déployé en 2020 plus de 6600 fois des API, que ce soit en test, en qualif, en prod. Alors, sachant que ce qu'on a estimé,
chez nous, c'est qu'on doit pousser, si on devait pousser les API manuellement, donc on a des microservices chez nous. Comment ça se passe? On crée des microservices qu'on déploie sous forme de services Windows. Et ensuite, on vient déployer et publier ces microservices sur la plateforme Tyke, donc avec une configuration particulière, une sécurité particulière pour chaque API, des logs, du load balancing, du uptime test, etc., etc. Donc, si on devait le faire manuellement, c'est plus de 20 minutes, avec beaucoup de risques d'erreur puisque c'est manuel. Donc, en gros, on a estimé, par exemple, sur l'année 2020, c'est un ETP à plein temps qui ne fait que des déploiements. Donc, chez nous, en fait, ça a été fait automatiquement et c'est transparent. Voilà le gain. Donc, c'est aussi ce que nous a permis cette standardisation et cette automatisation via Tyke et les API, c'est effectivement de construire aussi notre propre software factory, puisque là, du coup, on voit que on a tout ce qui est API, mais on a commencé à l'implémenter sur la BI, sur des API console, sur du SSS, et puis on commence à aussi le faire, du coup, ces méthodologies sur des templates de projets Angular. Donc, ça permet aussi d'avoir de suite de la volumétrie. Nous, ça nous a permis de suite de capitaliser sur les technos Jenkins CI/CD au travers du use case des API. Okay. Très bien. Donc, du coup, un gros gain d'un point de vue opérationnel Oui, en temps et en ressources. oui. Sur la partie opérationnelle, avant qu'on passe, parce que quand tu nous parlais au tout début, il y avait deux objectifs d'un point de vue opérationnel et de l'autre point de vue utilisateur et création de services digitaux. Mais si on reste un tout petit peu plus sur la partie opérationnelle, il y a d'autres aspects qui ont été très importants pour vous sur les deux, trois dernières années dans les gains en opération et Les gains en opération, ça a été vraiment agilité. ouais, on est beaucoup plus réactif, hein, ça c'est sûr. Alors de facto, du coup, tout est standard. Les interactions entre les applications maintenant sont faites uniquement via des microservices et des API publiés sur Tyke. Donc ça veut dire que typiquement en termes de compétences dans l'équipe, tout le monde est en capacité, même si c'est pas lui qui a créé l'API et qui a un problème dessus, d'aller investiguer, de regarder. C'est toujours les mêmes mécanismes et les mêmes technos qui sont utilisés. Donc beaucoup plus de redondance en termes de compétences et de capacités opérationnelles qu'auparavant. Auparavant, finalement, chaque lien entre deux applicatifs était différent et il fallait se réapproprier. Donc il y avait un temps d'adaptation pour connaître la méthode, le process et potentiellement la technique. Donc, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Là, outre les gains, faciliter justement, automatiser toute la chaîne de déploiement, il y a aussi un autre gain assez conséquent, tu l'as cité, hein, Sylvain, c'est le fait, il y a une démarche d'urbanisation du système d'information. C'est qu'aujourd'hui, Oui. Les API telles que vous avez construit en 3 couches, bien normées, toute la standardisation, fait que du coup, aujourd'hui, vous cultiver un catalogue d'API que vous gérez. Hein, c'est un vrai patrimoine IT sur les différents sujets. Et le fait aussi, c'est d'être plus rapide, plus rapide sur votre manière aussi de répondre aux nouveaux besoins en redécidant, réagrémentant, en complétant du coup le catalogue d'API au fil des usages. Oui. Alors pour l'instant, le catalogue d'API, il reste à vocation très interne. Ouais. Ou alors, dans le cadre des services digitaux, on en parle au moment des négociations contractuelles, mais en tout cas, il n'est pas public et il n'est pas visible de l'extérieur. Bon. Et tu nous as aussi dit que tu allais revenir un peu sur la partie Liebherr et sa structure internationale en Oui, business unit oui. et Alors, ouais, comment ça a été, du coup, ça a c'est rajouté en aussi complexité. ça a rajouté en complexité et c'est aussi un bon point pour Velvet et Tyke, hein, c'est que en fait, alors le SI toulousain est rattaché au groupe, on va dire. Donc en fait, on n'a aucune sortie sur le net en direct depuis Toulouse. On est rattaché à l'informatique centrale du groupe, donc quelque part en Allemagne, et de là, on sort à l'extérieur. Donc pour effectivement adresser le use case des services digitaux,
Bien évidemment, il a fallu convaincre le service infrastructure de l'informatique centrale en responsabilité de la DMZ Liber et aussi le CISO du groupe, donc garant de tout ce qui est data privacy et puis sécurité, donc normes de sécurité. Donc là, on a discuté pendant de nombreux mois avec eux et avec l'aide et le support très actif et proactif de Taik et Velvet. Donc, on a réussi à convaincre toutes les parties qu'on pouvait effectivement avoir Taik, une plateforme Taik dans la DMZ Liber de manière sécurisée sur les use cases donc de publication de données clientes finalement hébergées à Toulouse et les publier au travers des API ou d'un portail Liber mis dans la DMZ qui repose sur les mêmes API que les clients pourraient atteindre en direct. Avec tout ce qui est effectivement sécurisation, donc entre autres du NTLM, de l'O2, puis d'autres choses que je n'irai pas dans le détail. Et donc du coup, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en early adoption avec différents prospects et clients sur ces use cases. Donc les clients se connectent à notre portail ou à l'API en direct et finalement par rebond entre la plateforme Taik DMZ et puis la plateforme locale Taik Toulouse, ils accèdent à leurs propres données, notamment de réparation, suivi de dossiers de réparation, entre autres, et puis on va compléter et achalander tout ce qui est services digitaux au fur et à mesure. Donc tout ça fait, on a tout validé, tout fonctionne. Les temps de réponse sont très bons, malgré finalement le cheminement réseau, et tout se passe bien. Et donc ce qui fait que alors la particularité, c'est finalement, on a déjà quasiment ces use cases en interne pour des usages internes. Donc en fait, des microservices, par exemple pour du suivi de dossiers de réparation, on crée un microservice en local qu'on publie sur notre plateforme toulousaine. En fait, on le publie 2 fois parce qu'il y a des sécurités différentes et puis on veut bien isoler aussi les deux cas d'utilisation qui sont pour l'interne ou alors pour l'externe à vocation externe. Mais on utilise finalement, au final, le même microservice et le même code source. Donc, en termes de maintien en condition opérationnelle, d'évolution, c'est beaucoup plus simple que de refaire plusieurs fois la même chose en différentes technologies à différents endroits. Très bien. Très bien. On a alors, avant qu'on parle un peu plus des services que vous donnez, il y a des questions au niveau de la mise en place, une question anonyme. Au niveau administration de Taik on-premise, est-ce compliqué à administrer au quotidien si on a une toute petite structure, pas la même taille que Liber? Non. Alors nous, en termes de taille, donc au niveau service solution, on est une dizaine en interne, avec une quinzaine de prestataires à plein temps, hein, donc pour développer, intégrer, faire l'architecture de toute solution applicative. La plateforme Taik, c'est pas nous qui l'administrons, c'est notre service opération infrastructure. Aujourd'hui, il y a une personne qui est référent sur le sujet. Clairement, on fait rien. Au quotidien, en gros, c'est ça qui est bien, on fait rien. Bien. Alors là, on va, pour être tout à fait clair et transparent, on va faire des choses sur une montée de version. Donc ça va être la première montée de version qu'on va faire avec tout le système en production. Donc on va y aller tranquillement, mais a priori, du point de vue de la personne en charge de ça, il n'y a rien de compliqué. Pour compléter, du coup ce qu'a dit Sylvain, concrètement, en termes de skills, il faut, on va dire, 2 skills, un côté infra, côté machine, côté réseau, et puis de l'autre aussi le côté API fonctionnel, le catalogue d'API, qu'est-ce qu'on va dispatcher, les usages, etc. Ça peut être une personne, ça peut être 2. À savoir toute la partie infra est fait en amont, c'est-à-dire une fois, que quand on installe, on paramètre, on configure, on accompagne du coup le client sur ce projet-là, on fournit l'ensemble en fait des astuces et des choses à suivre et pour que tout se passe bien pour la suite. Et c'est vrai que l'idéal, c'est de ne plus avoir rien à faire
ensuite, quoi. Une fois que tout est mis et tout est bien fait, normalement, ça ne nécessite pas plus du coup, de ressources. Voilà. Donc, il y a effectivement une montée en compétence sur les deux sujets et puis après, un suivi. Voilà. Moi, juste pour être vraiment hyper transparent, la seule chose qu'on a faite liée à notre use case, c'est qu'en fait, avant de partir en production, on a figé toutes les versions de Tyke et puis tout ce qui est migration ERP, donc on a figé. Donc finalement, on a une version de l'an dernier, il me semble, un peu plus d'1 an. Et finalement, avec la mise en production et donc là, des appels intensifs, des sollicitations intensives, on s'est aperçu qu'il y avait des logs qui n'étaient pas libérés, donc ne faisaient que croître et grossir et n'étaient pas purgés. Donc en fait, dans la version où on était, il y avait ce petit bug. Donc ça a permis d'être aussi encore une nouvelle fois en contact avec le support qui nous a donné des solutions par rapport à notre version actuelle, mais qui nous a aussi préconisé la version cible pour la future migration qui va se réaliser le mois prochain. D'accord. On a une autre question. Jérémy, tu en as parlé un petit peu du catalogue API. Avez-vous implémenté votre propre catalogue API ou personnalisé celui proposé par Tyke et quelle est la raison de votre choix? Alors, pour l'instant, on n'a pas implémenté, on a fait vraiment quelque chose hyper rapide. Donc, c'est juste une page web et ce qu'on pense, on va regarder cette question d'ici peu. Hein. Ce qu'on pense, c'est sûrement présenter notre propre catalogue par rapport aux chartes graphiques, customisation, qu'on ait vraiment les mains libres sur ce sujet-là, en fait. Ouais. Très bien. Merci. On a une question sur le prix, mais je pense pas que, enfin, je sais pas si vous pouvez donner une ordre de grandeur du coût de votre point de vue, ça ne me dérange pas, mais il n'y a aucune pression. Ah ouais, on peut alors. Allez-y. C'est pas de langue de bois. Pas de langue de bois, on avait dit. Ouais, c'est ce qu'on avait dit sur ouais. LinkedIn. Déjà, c'est assez simple, je trouve, alors de mémoire, hein, parce que du coup, maintenant, c'est plus moi qui gère, c'est l'informatique centrale niveau Liber qui a pris ça en charge. Au passage, on a réussi à ce que Tyke devienne la solution API management pour l'instant pour le groupe. S'il y a d'autres use cases, et ça a été le cas, ils utilisent les mêmes plateformes que nous. Donc, on a été les premiers dans le groupe à faire tout ceci et donc du coup, ils sont aussi satisfaits du service rendu. Donc, ils sont eux aussi côté infra montés en compétences, en connaissances et ça a été assez simple finalement. Donc, ça confirme encore une fois. Côté coût et donc, alors il me semble, c'est par environnement. Alors chez nous, il y a plusieurs packages. Nous, dans celui qu'on a retenu, donc c'est par environnement. Donc on a 3 environnements. Et il me semble de mémoire que c'est 8 000 € par an, aux alentours de ça, par environnement. Alors si on fait la somme, c'est à peu près ça. Mais pour le nœud de prod, on paye un peu plus cher, je crois, que pour les nœuds non production. Ouais. En tout cas, ce qu'il faut retenir aussi par rapport aux autres, c'est vrai que tu citais d'autres concurrents au début du webinaire, c'est que rapidement, on peut avoir quelque chose en prod, comme même au-delà du preuve de concept, hein. C'est avoir la V1 rapidement et pouvoir commencer à jouer. C'est ce qui s'est passé chez vous, hein, Sylvain. C'est-à-dire rapidement, on a mis ça en place, on vous a donné du coup les bonnes pratiques, comment ça marche. Voilà. Et puis, vous avez fait votre chemin du coup avec l'outil et puis voir comment l'intégration pourrait se faire au mieux. Hein, par rapport à votre infra, par rapport à, tu citais tous les outils. Du coup, aussi, c'est de l'intégrer dans votre système d'information, on va dire, avec le moins d'adhérence possible. C'est-à-dire, si demain, vous devez changer, et je ne vous souhaite pas changer l'outil Tyke, concrètement, tel qu'il a été conçu dans votre infra, il n'y a pas de dépendance avec l'outil même, quoi. Non. Ouais. Et voilà, c'est ce qui permet du coup, en tout cas, Tyke permet de s'intégrer. Pour vous, comme tu l'as dit, c'est on-premise.
c'est votre souhait. Mais après, on a d'autres clients qui vont dans le cloud. Il y en a des clients qui font un mix l'hybridation, c'est-à-dire une partie dans le cloud, une partie. C'est des choses aussi qui sont possibles. Et l'architecture TAC nous permet du coup de jouer et de composer intelligemment dans différents cas d'usage. Voilà. Okay. Bon, du coup, on avait dit qu'on ne faisait pas qu'on faisait pas de vente. Non, Alors, ça y est, on l'a fait. mais du coup, parle-nous un peu des pain points. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce qui Alors, enfin, des toutes bâtons les dans les plus roues? grosses difficultés, j'ai envie de dire, en fait, on a très vite trouvé euh, bah, la stratégie API, comment il fallait l'organiser, donc avec les différents layers, comment on pouvait l'intégrer dans Tyke, pas de souci. Le plus dur, c'est la sécu. Voilà, c'est d'intégrer tout ce qui est sécu, parce qu'il y a de potentiels impacts sur finalement les microservices, les paramétrages. Puis après, bah, du coup, ça fait appel à forcément aussi beaucoup les opérations, donc beaucoup de collaboration. Donc c'est à chaque fois qu'on a abordé finalement la sécu, que ce soit pour des utilisations interapplicatives en interne, on s'est posé plusieurs questions, on a essayé plusieurs choses. À implémenter, c'est plus compliqué, plus complexe. On n'est peut-être pas hyper mature côté dev sur la sécu non plus, mais c'est pas simple. Et puis sur le deuxième cas d'usage, bah, ça a forcément impliqué une collaboration internationale avec des niveaux de sécurité bien plus importants. Et donc, ouais, on a beaucoup itéré sur la sécurité. Ouais. Après, publier une API avec quelques paramétrages d'un type, ça c'est hyper simple. C'est hyper simple. C'est tout ce qui est intégration de la sécurité. Et c'est Voilà. vrai que sur la partie déploiement international, vous nous avez challengé, Liber, hein, du coup, sur vos contraintes sécu. On ne va pas du coup les expliciter, mais c'est vrai que c'était des points importants et on a été vraiment, on a beaucoup itéré et challengé sur ces sujets-là. Et ce qui est bien, du coup, aussi dans votre démarche du coup d'internationalisation, le fait de déployer ces mêmes API sur le site français ou site allemand, c'est que ça n'a rien changé dans votre stratégie de déploiement aujourd'hui. C'est-à-dire que, certes, les tuyaux sont ouverts ou pas, mais entre Liber Allemagne et Toulouse, mais votre logique de déploiement reste, c'est un standard. Et ça, c'est quelque chose de notifiable en termes déjà de compréhension du sujet et puis méthodologie, quoi. Et après, ce qu'on peut peut-être aborder, c'est enfin, la facilité aussi d'installation et de mise en place et de ressources. Je peux peut-être vous partager, nous, notre activité en local. Ouais, c'est un écran Tyke, du coup. Donc ça, c'est ce qui se passe sur notre plateforme Tyke. Donc on est voilà, c'est par jour des consommations d'API, donc on est à plus de 1 million par jour d'appels pour 7600 erreurs, alors qui sont pas forcément des erreurs, c'est des faux positifs, hein, parce que dans nos traitements, on va aller tester si telle ressource existe ou pas, et si elle n'existe pas, bah, ça renvoie un code 404 qui pour Tyke est une erreur, mais pour nous, n'en est pas une, donc en fait, ouais, ça c'est des petits ajustements qu'il faut qu'on refasse pour transformer ce code d'erreur en 204 et qu'on n'ait plus ces messages d'erreur. Bon, les temps de réponse sont bons et pour ça, on a juste 2 VM, on va dire, en termes d'API Gateway. Juste 2 VM, donc avec un load balancer devant. Et puis derrière, on a 2 backends avec tous les microservices et du load balancing et du test si le service est up ou pas sur un des 2 serveurs backend pour pas qu'il appelle si le serveur est down. Donc tout ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on a la possibilité derrière de mettre un ELK, on va dire, pour parser un peu tout ça dans l'urgence. Donc côté infra, on n'est pas encore au point sur Elastic chez nous en interne. Donc du coup, on a réagi et c'est du coup une force d'avoir aussi Tyke qui est pilotable par des API parce qu'on a pu faire un petit dashboard sur les erreurs, par exemple. Donc on voit que par exemple en date d'hier,
J'ai eu 5412 erreurs. On a par différents codes, et puis ici les différents endpoints, etc., qui ont provoqué ces erreurs. Et tout ça, en fait, c'est juste fait par Power BI qui va appeler les API, les bonnes API types qu'il faut pour récupérer les logs. Donc en fait, ça, ce qu'on voit ici, c'est le détail de ce qui passe ici et qui est synthétisé ici. D'accord. Ouais. Donc, vous utilisez TypePump, j'imagine, donc l'API d'API Oui, pour extraire les données et vous oui, les envoyez sur BI oui, et comme oui. ça, vous pouvez analyser en plus en détail. Mm. Donc Super. voilà tout ce qu'on peut faire hyper rapidement, quoi, hein, avec en pratiquant du coup des API et puis la philo API. Super. Et c'est à peu près, tu m'as dit 200 API? C'est Ouais, ça. un peu moins de 200. Ouais. Ok. Et du coup, sur la partie plus commerciale et la partie relation avec vos clients, comment vous avez fait pour la première API qui a été utilisée pour un Alors pour client externe? l'instant, on est en early adopter, hein, et le métier dans l'aéronautique est en train de changer aussi, de s'ouvrir. On ouvre les données, on emboîte avec quelques années de retard le milieu bancaire. Mais donc on a des plateformes commerciales de services, et puis après on parle de plus en plus de services lors de négociations de contrats avec les différents acteurs commerciaux. Donc, je peux pas trop en dire, mais c'est des négos, hein, et puis les clients ont des attentes, et nous maintenant on commence à dire qu'on peut produire du service digital, donc voilà, c'est des négos commerciaux. Très bien. Donc, plutôt au cas par cas. Oui, oui, oui. Alors après, plus ça va aller, plus on aura un portail interne, hein, donc qui est réservé à nos clients publiés, et ils ont au moins des accès à des services. Alors il y aura sûrement, j'imagine, à terme, des services libres et puis des services sûrement payants, quoi. Donc c'est aussi stratégie IT de dire, du coup maintenant pour notre entreprise et notre groupe, l'IT n'est pas qu'un service transverse de coût, mais peut aussi prendre part dans les négos commerciaux et rapporter de l'argent. Ce message, c'est un message qu'on voit beaucoup à travers beaucoup d'industries. Mm. Et ce qui est super intéressant avec vous, c'est que vous ne faites pas qu'en parler, vous avez plutôt réussi à Mm. en arriver là. Oui, oui. Et enfin, c'est quoi les premières réactions quand on en parle au sein d'un grand groupe comme Liber Aerospace qui nage pratiquement, fait peu d'argent à travers des services digitaux, quand Mm. tu parles d'une business case qu'on va réussir à vendre nos API, comment c'est reçu au tout début, comment tu Ah arrives à ben, vendre ça? ils reçoivent bien parce que les dirigeants sont quand même financiers, hein, c'est ce qu'ils voient, donc non, ils reçoivent bien. Et ils étaient tout à fait conscients qu'il y avait un virage digital à prendre avec une grosse transformation. Il y a beaucoup de choses qui ont été lancées en interne, société, division et groupe, hein, sur toute cette digitalisation, et donc ça a pris tout son sens. J'ai eu plus de mal sur l'urbanisation à vendre la partie API et ce que ça allait nous amener que aujourd'hui après sur une fois qu'on a été rattrapé par le mouvement un peu commercial de la digitalisation, on va dire, hein, maintenant tout le monde sait à peu près ce que c'est des API, qu'ils soient DG ou directeurs financiers chez nous, ils comprennent, hein, on leur a rabâché, plus tout ce qui est transformation digitale poussée par le groupe et la division. Donc maintenant, c'est acquis, et même ils sont hyper surpris de la vitesse à laquelle on peut finalement déployer et répondre aux besoins métiers, que ce soit interne ou externe. On va très vite parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que ça permet beaucoup de réutilisation. Une fois qu'on a fait finalement les couches d'API système pour une application, eh ben, en fait, on a exposé quasi toutes nos ressources de cette application via des API. Donc, en fait, on réutilise énormément, contrairement à avant. Donc, on va beaucoup plus vite. Et Et vous puis, réutilisez dans des applications que vous créez vous-même ouais, ou... ouais, oui, oui. Alors, avant, un des cas que j'ai en tête, hein, c'est des solutions dans notre magasin général, on va dire, qui est assez grand et volumineux. Donc, on avait on avait fait une appli mobile, hein, mais qui gère les stocks qui sont finalement gérés dans le RP.
Donc, on communiquait plus ou moins en direct avec le RP. Et puis, on avait des algorithmes pour des recherches d'emplacement. Donc, ces algorithmes-là, ils étaient déployés sur l'appli mobile et puis déployés aussi dans le RP parce que des fois, on avait ce besoin-là. Donc, c'est finalement 2 algorithmes dans 2 technos différentes. Et quand il y en avait un quand il fallait faire évoluer cette fonction recherche d'emplacement libre, il fallait le faire évoluer dans les 2 technos en même temps, etc., pour que ça soit cohérent. Aujourd'hui, finalement, on a toujours cette appli satellite, sauf que c'est plus simple. La recherche d'algorithme, elle est faite par un d'emplacement, elle est faite par un microservice. Et notre ERP est en capacité, lorsqu'on est dans l'interface graphique ERP, d'appeler des API externes. Donc, en fait, on a synthétisé tout ça. On n'a qu'un seul algorithme, qu'un seul microservice. Quand on fait une évolution en live, que ce soit côté ERP ou côté appli distante gestion de magasin, tout le monde prend la même mise à jour en même temps et c'est beaucoup plus simple. Donc, on réutilise beaucoup. Ça, c'est un cas d'usage, mais je ne sais pas, moi, par exemple, des données articles, elles sont partagées sur plein d'applications. Et aujourd'hui, on a une API système qui expose nos ressources articles à toutes les applications distantes. Avant, on refaisait au fur et à mesure. C'est intéressant. Donc, du coup, il y a le côté, parce qu'en fait, pour votre équipe, vous avez mis en place Tyke et du coup, il y a le gain d'opération et ça vous a permis de concrétiser cette stratégie d'API. Et en fait, in fine, la valeur de la création de ces API, vous êtes toujours en train de la réaliser et elle continue à se réaliser. C'est que vous permettez l'innovation d'autres BU et d'autres de créateurs d'applications au sein de l'IEPA. Oui, on est un accélérateur maintenant. On n'est plus en réaction, mais on est beaucoup en proaction et puis on accélère la transformation. Intéressant, très intéressant. Et on n'a pas parlé de l'open source pendant cette heure. Ça a été, j'imagine que vu que vous étiez entre Kong et Tyke, ça a été un critère important pour vous. Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire l'open source chez Liebherr? Alors, on était dans un contexte donc avec le vieil ERP, on va dire, et puis des technos sans trop d'évolution pour nos métiers IT. Et clairement, ça a été l'occasion de remettre un coup de frais et puis de redevenir aussi attractif pour l'extérieur en termes de compétences IT. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'open source pour beaucoup de choses et qui fonctionnent plutôt bien maintenant et qui attire les compétences IT aussi à l'extérieur. Donc, j'ai effectivement travaillé avec la DSI pour voir tous les tenants aboutissants de l'open source et surtout qu'on puisse être attractif pour l'extérieur et suivre les nouvelles technos et les implémenter. Donc, Tyke et Kong en faisaient partie, mais pas que, sur tout ce qui est software factory, voilà, tout ce qui est sûrement un conteneur, etc. On essaye. Alors, ça dépend s'il y a des open source qui tiennent la route avec des bonnes communautés, etc. On n'hésite pas à y aller aussi. Voilà, c'est plus un frein que de passer avec de l'open source. Bon. On étudie correctement et puis on y va si tout est réuni. Côté aussi sécu, gestion des contrats, des licences, quand même, on regarde tout ça. Donc, nos différents services internes regardent tout ça, mais voilà, si tout est OK, on n'a pas de frein là-dessus. Et du coup, par curiosité, le code de Tyke est disponible pour tout le monde. Vous avez déjà deep dive dans le code du gateway on est allé faire un tour. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas trop eu le temps et on pense effectivement essayer de contribuer un peu plus dans le futur. Super. On attend avec impatience votre contribution. Alors. Voilà. Jérémy, du coup, si on continue un peu sur l'open source, chez les autres clients avec lesquels vous parlez, c'est aussi un sujet important.
C'est vrai hein, que d'avoir la possibilité d'aller dans le cœur on va dire, du réacteur, hein, le cœur du code source, de voir les commits, de pouvoir interagir avec une communauté, de pouvoir solliciter Tyke sur des évolutions, c'est des choses assez importantes. Et c'est vrai que Tyke est aussi à l'écoute hein, des demandes d'évolution. Euh, voilà, des ajustements. Je sais que, alors nous, en tant que partenaire, on intervient, on reporte du coup les volontés de nos clients hein, et puis on essaie de faire passer du coup dans les évolutions, les évolutions de nos clients. Voilà, chose qu'on a eu à plusieurs reprises du coup. Donc c'est important du coup de pouvoir avoir cet échange-là avec un éditeur, on va dire, de taille humaine. Ça, c'est important. Sylvain, tu citais tout à l'heure le support. C'est vrai qu'on a un support, après, on ne va pas faire de pub ni quoi que ce soit, mais qui est très réactif et très dispatché aujourd'hui sur la planète, ce qui permet d'avoir une réponse assez rapide en cas de problème. Ça, c'est important. Même nous, en termes de communication, d'intégration, on est quasiment, on va dire, en ligne directe avec les ingénieurs de Tyke sur des problématiques techniques. Voilà, il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles intégrations sécurité, des nouveaux protocoles, des upgrades. Enfin, bon, ça bouge dans tous les sens. Et effectivement, il faut suivre. Donc, c'est vrai que côté Tyke, on a beaucoup de réactivité. Que dire d'autre? Voilà. Sans Non, vouloir. très bien. L'idée de ce webinaire, c'est de ne pas faire de pub. Donc, Ouais, pas trop en mode très bien. vendeur. Voilà. Alors du coup, il nous reste 7 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaie vraiment de répondre à tout. Si vous avez une question, c'est le moment. Un point aussi positif, hein, c'est qu'avant, on avait notre bon plat de spaghettis d'interaction. On ne savait pas trop ce qui s'y passait. Clairement, on s'est interrogé sur le nombre de calls d'API qu'on pouvait avoir en interne par jour. On voit qu'on en a aux alentours d'1 million par jour, donc ça nous a surpris. Auparavant, en termes de sécu, différentes technos, tout le monde pouvait appeler un peu tout le monde, faire ce qu'il voulait. Clairement, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, quoi. Tout est tracé. Alors, on a juste fait un Power BI là, avec les API, mais ce qu'on compte avoir à terme, c'est un ELK. Et on a des règles de sécurité par API, qui peut appeler quoi et quelle API. Donc, il y a des policies pour chaque API. Donc, côté gouvernance et sécurité, chez nous, ils sont aussi plus contents. Et les auditeurs sécu seront sûrement plus contents aussi quand on leur dira ce qui se passe maintenant chez nous, quoi. Super, très bien. Bon, Avec le sujet prégnant de cybersécurité qu'on entend un peu partout, etc., ça va aussi dans le bon sens. ouais, et malheureusement, bon, c'est dommage parce que bon, quand on parle de sécurité, on ne peut pas trop parler des protocoles que vous utilisez et comment votre sécurité est organisée parce que sinon ça aiderait potentiel hacker. Mm. Mais si si vous écoutez ce webinaire et que vous avez des questions d'un point de vue sécurité et quelle sécurité choisir, je pense que Jérémy et Taïk, enfin Velvet et Taïk seraient très heureux de vous aider à y répondre. Donc on pourra en parler plus en approfondi dans une conversation privée. Juste pour Merci. dire que tous les protocoles de sécurité sont des standards en fait fournis par l'API Manager. Il n'y a pas eu de développement ni custom. On est resté du coup dans les règles de l'art concernant les protocoles. Voilà. Voilà, c'est choisir à peu près le protocole qui est le Voilà. plus Qu'il adapté faut, voilà, tout à fait. à la use case. Mm. Très bien. Très bien, mais je crois qu'on a tout couvert. Ou enfin, on a manqué quelque chose d'important, Sylvain, Jérémy? Non, je pense pas. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans, 3 ans que vous avez Ça lancé fait, ce projet? ouais, ça fait 3 ans Mm. qu'on avait lancé l'étude, mené le POC. Alors nous, on a beaucoup travaillé en environnement de test et qualification parce que en fait, la mise en service de la plateforme Tyke était liée à notre ERP, donc on a switché tout un écosystème et ses 80 applications, plus la nouvelle urbanisation applicative, hein, le 11 novembre dernier. Donc en qualif, on a utilisé pendant 2 ans, on va dire, à peu près, le temps du projet complet. Et puis là, ça fait 6 mois, donc presque 6 mois bientôt.
qu'on est en production et tout se passe bien. Super. Bon, on a hâte de savoir ce qui va se passer dans le futur aussi. Vous avez des plans particuliers pour, les plans, c'est on s'est concentré sur le RP puis les applis satellites. On va avoir d'autres grosses briques logicielles qui vont arriver. Donc, forcément, on va utiliser la plateforme Tyke pour faire la couche d'abstraction, on va dire, entre les legacy et les ressources et les interactions avec les autres legacy ou pour le monde extérieur aussi. Donc, en tout cas, c'est sûr que ça devient un standard. Et pour nous, cette plateforme, elle est très, très sensible finalement maintenant. Donc, ce qui fait qu'aussi l'implémentation de la haute disponibilité, ça on n'en a pas parlé, mais elle est assez simple. Voilà. Donc, en tout cas, on va l'utiliser de plus en plus et les nombres d'appels vont faire que croître et embellir. Très bien. On a hâte. Merci à vous deux. Je pense qu'on n'a plus de questions. On est à 3 minutes. Donc, c'était super. Liebert, qui a mis en place Tyke il y a 2-3 ans et qui a eu des gains d'un point de vue opérationnel, réduction des effectifs d'un point de vue gain de productivité et mise en place des API et qui les a exposés aussi à des partenaires et au sein du groupe. Donc voilà, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jérémy, merci Sylvain. Et à bientôt. Si on veut vous contacter, on vous contacte comment? Par mail. Il y avait mes coordonnées, j'imagine. Sur LinkedIn ou sur LinkedIn, sur la page contact, en tout cas, pour Très bien. contact de Velvet. Voilà. Super. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.